Les premières images que j'ai faites dans Midjourney, j'ai vraiment eu l'impression de revoir des choses que j'avais vues dans des livres d'art précédemment. J'ai demandé des choses assez spécifiques et j'ai tout de suite eu des doutes. Oui, voilà. Bien, alors, un autre facteur important quand vous recherchez une image, bon là déjà, je pense qu'on va partir vers les Creative Commons. Malgré tout, même si dans le cadre de l'enseignement, on pourrait prendre toute image, même sous copyright, on va partir vers les Creative Commons. Et une des choses importantes, c'est la définition d'image, c'est-à-dire sa précision. Vous voyez, ça, c'est le nombre de pixels. D'accord? Vous connaissez les pixels? Bien. Donc, en largeur et en hauteur, on a ce nombre-là de pixels, par exemple, pour cette image-là, pour cette image-ci, c'est ça, etc. Donc là, si je demande des grandes images, voilà ce qu'il me fournit. Si je demande des images moyennes, il y en aura plus, forcément. Plus on est exigeant au niveau du nombre de pixels, bien sûr, moins il y a d'images, en fait. Plus on est exigeant, plus on demande des images avec une bonne définition, moins il y aura de résultats. Ok, moyenne, grande. Ouais, on passe très rapidement d'images assez faibles au niveau de la définition. Elles sont floues, entre guillemets, voilà. On passe très rapidement, si on passe de moyenne à grande. Vous remarquez ça aussi chez vous? On passe vers des images qui ont beaucoup de pixels. Ok. Alors, le web n'est pas très rapide. Est-ce que ça va chez vous, le web? C'est quand même assez rapide, ça marche? Ok. Bon. On a beaucoup d'images qui viennent d'une banque d'images qui s'appelle Pexel et qui demandent qu'on s'inscrive avec une adresse mail. Donc les images sont entre guillemets gratuites, mais ils vous demandent de vous inscrire avec une adresse mail parce qu'après ils revendent l'adresse mail. Une adresse mail, ça se revend 15 centimes, 25 centimes, s'ils en récupèrent des centaines par jour. Voilà. Donc on va peut-être éviter d'aller vers Pexel, ce qui vous demandera certainement, quoi qu'on peut peut-être contourner, on va voir. On peut peut-être arriver directement sur le lien direct vers l'image. Bon, quand vous allez sur ce genre de site, vous utilisez une adresse mail qui n'est pas votre adresse principale. Faites une adresse mail rien que pour ça. Parce qu'après, vous allez être spammé de plein de pubs, évidemment. Puisqu'ils revendent votre adresse mail. Bien. Alors. Donc, par exemple ici, 5171 fois 3447, on va dire 5000 fois 3500. Je vais arrondir, pour cette image-là, par exemple. Bon. Ça, c'est des pixels. Je sors mon instrument de capitaliste, la calculatrice, et je vais taper 5000 fois 3500. Donc ça fait quand même 17 500 000 pixels dans l'image. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une image 17 mégapixels. Quand vous entendez la notion de mégapixels pour parler des images, y compris aussi les capteurs d'appareils photo ou de smartphone, on vous dit ce capteur 8 mégapixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça fait des images de 8 mégapixels sans devoir multiplier les pixels par calcul informatique. C'est vraiment le capteur qui capture 8 millions de pixels. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais je simplifie. Donc, comme ça, vous avez la notion de mégapixels. Une image de 1000 pixels sur 1000, c'est 1 mégapixel. Ça fait 1 million quand on multiplie 1000 par 1000. Enfin, vous voyez le principe. Bon, il faut savoir qu'on pourrait démarrer d'images qui ne sont pas extrêmement précises et les améliorer dans Photoshop, puisque maintenant Photoshop intègre l'intelligence artificielle pour multiplier les pixels dans les images. Et c'est extraordinaire, ça recrée même la texture, c'est fou. Donc c'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres systèmes, Stable Diffusion, etc. Vous avez la possibilité de multiplier les pixels de manière intelligente, mais maintenant c'est intégré aussi à Photoshop. Donc, la qualité des images, on va dire la définition des images, a peu d'importance, a moins d'importance qu'avant. Si, ça a de l'importance, mais ça en a moins qu'avant. Parce que maintenant, on peut améliorer les images vraiment beaucoup plus. Bien.
j'imagine que personne ici n'a entendu parler de la notion de résolution. 300 pixels par pouce, résolution. Ok. Pour certains, peut-être. On n'a pas vu ça en troisième ou en quatrième? Alors, il faut savoir que certaines des images ici vont s'ouvrir avec une résolution qui n'est pas réputée comme étant l'idéal pour imprimer chez un imprimeur professionnel. La résolution idéale, c'est la densité des pixels. Sur une distance d'1 pouce sur le papier, 2,54 cm, il faut normalement 300 pixels utilisés. Parfois, les images ici, on va les ouvrir, ce sera du 72 pixels par pouce, ou du 150. Il faut savoir que ça n'a aucune importance. C'est une chose qu'on dit trop souvent, que la résolution de l'image dans Photoshop a une importance, et en fait, ça n'en a aucune. Je vous montrerai rapidement par la suite, comme ça, si un jour quelqu'un vous dit « Oui, il me faut une image absolument 300 pixels par pouce », vous allez voir qu'en fait, pour Photoshop, la seule chose qui compte, c'est la définition, c'est-à-dire le nombre de pixels en largeur et hauteur. Peu importe la densité des pixels au départ. Mais en général, quand je parle à des graphistes, on leur a dit qu'il fallait absolument que dans Photoshop, ils transforment l'image à 300 pixels par pouce, ce qui est une ineptie en fait. C'est quelque chose qui était vrai dans les années 90, mais les technologies ont évolué et ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc il y a des gens qui encore aujourd'hui, dans les métiers du graphisme, s'ennuient tous les jours à transformer les images à 300 pixels par pouce dans Photoshop, alors que ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, mais vous êtes moins concerné parce que vous êtes totalement débutant, étant informaticien, vous n'avez pas été pollué par ces conseils mauvais. Bien, donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un contrôle-clic sur une image ou l'autre, et j'aimerais que vous preniez quand même une image qui montre des choses différentes, je veux dire variées. Par exemple, celle-ci qui ne montre que des arbres, c'est pas génial pour ce qu'on va faire après. Il faudrait quand même qu'il y ait un paysage avec peut-être un sol, un ciel, des choses comme ça. Voilà. Donc ici, évidemment. Donc il n'y avait pas besoin de faire CTRL-clic ici, parce qu'on est dans Bing. En effet, le simple fait de cliquer sur une image la met en grand. Si on veut sortir de là, c'est la petite croix en haut à droite. Et vous retombez sur les résultats. D'accord ? Bon, mais en tout cas, vous arrivez tous à un certain moment, quand vous avez cliqué sur une image, vous arrivez à ça. Bon, vous avez le bouton ici qui s'appelle afficher l'image. Là, vous pouvez sans doute faire un contrôle-clic dessus, en effet. Ouais. Ah, il propose d'enregistrer dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, ça ne va pas être l'idéal. S'il vous propose d'enregistrer, oubliez. Testez d'autres images. Ah, voilà une par exemple qui s'affiche plein écran. Bon, ça c'est nickel. Vous voyez, le fait de faire CTRL-clic, je peux revenir dans les résultats dans l'onglet d'avant, aller fermer avec la petite croix et aller rechercher éventuellement d'autres résultats. Donc ça peut être sympa d'avoir plusieurs choses. Donc je clique sur l'image, je fais, une fois qu'elle est apparue, un CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac. Donc je vous rappelle, hein, sur le Mac, la touche commande, c'est ce qu'on utilise quand sur PC on utilise la touche contrôle. C'est la différence de raccourci clavier. Donc touche contrôle du PC aux commandes du Mac, je clique sur afficher l'image. Et vous arrivez tous à avoir parfois des images qui apparaissent, ça ne vous amène pas directement vers un site qui vous demande une adresse mail, ça va? Vous arrivez à avoir des images qui s'affichent plein écran? Ben, réessayez plusieurs fois. Donc je reviens sur l'onglet, je ferme avec la petite croix et je teste d'autres images. Après, vous allez pouvoir changer de sujet aussi, si vous voulez. Bon, je sais ce que je vais taper et que vous allez pouvoir taper aussi. On va essayer de faire des recherches de vues de ville éventuellement. Voilà, je vais juste changer là au-dessus, à la place de Forest. On va aller chercher City View. Voilà.
Ah oui, il est indiqué stock photo ici. Douteuse qu'on peut l'utiliser vraiment à des fins commerciales. Enfin voilà, vous avez des photos de ville. Vous recommencez le même processus éventuellement. Vous faites un clic. Essayez de prendre des photos qui ne sont pas trop artistiques dès le départ, parce que vous allez devoir faire de l'art dessus. Donc autant qu'elles soient le plus normales possible, vous voyez. Donc, alors tout ce qui vient de Wikipédia, c'est d'office du domaine public. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis. Ok. Ça devient plus compliqué qu'avant de trouver des images parce qu'il y a de plus en plus de sites qui proposent des images que vous pouvez utiliser, mais ils récupèrent votre adresse et donc ça pollue les résultats ici. Ok. Donc ça va, tout le monde a la bonne gymnastique avec ça pour trouver des images? Une fois qu'on clique dans... En principe, ça doit s'ouvrir en grand, ça ne le fait pas chez vous? Non, Non, ça ne doit pas s'ouvrir en grand. Une fois que vous cliquez sur les résultats, en fait, ça s'ouvre comme ceci, avec notamment le bouton afficher l'image. Et c'est là que vous faites un contrôle-clic pour l'afficher dans un autre onglet en grand. Et parfois, ça ne marche pas. Et parfois, ça marche. Donc si ça vous demande de vous inscrire sur un site, vous oubliez, vous passez à une autre. Vous repassez à l'onglet précédent et vous fermez avec la petite croix pour retomber sur vos résultats. La petite croix en haut à droite. Voilà. Et vous passez à la suite. Voilà, vous pouvez en prendre quelques-unes. Elles s'ouvrent dans des différents onglets, là. D'accord, on est d'accord. Hein. Bien. Bon, là, par exemple, ça s'ouvre sur PHIR. Il se trouve que moi, je me suis inscrit et donc j'aurai la possibilité de télécharger l'image à différentes... mais vous n'allez pas vous inscrire. Donc, quand vous voyez ça, oubliez pour l'instant. Repassez au résultat, la petite croix, et choisissez autre chose. Alors, les images qu'on a le droit d'utiliser ou pas, c'est pas si simple que ça. Notamment en ce qui concerne les monuments connus. Par exemple, l'Atomium, vous voyez la sculpture à boule à Bruxelles, qui fait quand même 100 mètres de haut. Ça surprend toujours. Chaque fois que je dis que ça fait 100 mètres, les gens disent non, c'est plus petit que ça. Mais comme c'est massif, on n'a pas l'impression que c'est haut. Vous n'avez pas le droit d'utiliser sans l'accord de l'ASBL qui gère l'Atomium. Ça veut dire que si vous faites des flyers, des affiches, des sites web, c'est moins grave parce que ce sera plus facile à modifier. Mais si vous imprimez des choses et que vous n'avez pas eu l'accord de l'ASBL qui gère l'Atomium, ils sont en droit de vous demander de payer ou de détruire vos impressions. Évidemment. Donc, sachez-le. Et il y a beaucoup de monuments qui sont comme ça. La Tour Eiffel, à Paris. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les images de la Tour Eiffel? Une image que je fais moi-même, même je vais à Paris, je prends mon appareil photo, je fais une photo de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est autorisé que je l'utilise pour faire une affiche, des flyers, peu importe. Produits commerciaux? Eh non. Ça, c'est plus compliqué. La Tour Eiffel, vous avez le droit d'utiliser des photos du domaine public ou Creative Commons de la Tour Eiffel, ou des photos que vous faites vous-même, si elle est photographiée de jour. Mais la Tour Eiffel, pendant la nuit, vous n'avez pas le droit, parce que l'éclairage est sous copyright. Vous voyez les petites lampes qui clignotent. Eh ouais. Donc avant de faire un truc un peu... avant d'utiliser des images de manière massive, des images que vous n'avez pas... Voilà, même que vous avez faites vous-même, mais qui montrent des choses connues, renseignez-vous parce que vous allez peut-être avoir des problèmes. Bien sûr, on ne peut pas utiliser comme on veut des images de Lamborghini, de Ferrari, etc. En fait, chaque fois que vous photographiez quelque chose et que
la chose apporte vraiment une plus-value importante à votre travail du fait du design qui a été mis dans la chose. Les designers ont passé du temps à faire l'Atomium ou les Ferrari, les Lamborghini, tout ça. C'est tangent, vous allez vers des problèmes si vous n'avez pas les autorisations. C'est simple. Toute la question est de savoir si vous avez le droit d'utiliser les œuvres des autres ou pas. Si c'est des vieilles œuvres dans du domaine public, ok. Donc vous avez fait un dossier sur l'ordinateur, un dossier que vous avez appelé jour 1 matin ou lundi matin, peu importe. En tout cas, c'est le premier dossier. Moi, je l'ai appelé comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Vous gérez. Et donc, dans ce dossier, je vais enregistrer les différentes images que j'ai fait apparaître en entier, en grand. Attention, hein, ne prenez pas les petites images vignettes qui sont là, ni même les images qui apparaissent là. Il n'est pas certain que si vous téléchargez ça, ce soit la vraie image, à mon avis non. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des images pourries dans Photoshop. C'est que vous avez oublié qu'il fallait aller jusqu'au bout du processus et demander d'afficher l'image en haute définition. Voilà. Alors, l'extension des images, ça va être du JPEG la plupart du temps. Si vous avez du PNG, ça marche très bien aussi. C'est même encore mieux. Si vous avez du GIF, GIF, on dit GIF aussi, c'est plus problématique. Au niveau qualité, c'est pas bon. Si vous avez du... C'est ça, le WebM, je cherchais le mot. C'est des images pour les systèmes mobiles, ça passe maintenant dans Photoshop. Avant, ça passait pas, il fallait installer un adaptateur, mais maintenant, ça passe d'office dans Photoshop. Donc le JPEG, c'est pas l'idéal, c'est ce qu'on appelle un format de sortie. Normalement, c'est quand on a fini un travail, on le met en JPEG, c'est pratique, ça va sur le web, c'est petit, ça peut se transférer. Mais normalement, on ne démarre pas un travail de JPEG, parce qu'il y a de la destruction, c'est comme le MP3 en musique, c'est une version avec des choses qui manquent dans la musique par rapport à une version dans un format plus haute définition. Vous voyez? Donc ça, vous saviez que le JPEG, il y a de la compression destructive. Raison pour laquelle on évite normalement de démarrer un travail de JPEG. Mais comme je vous disais, hein, si on me demande de travailler sur un capybara, par exemple, voilà, j'ai pas d'image de capybara, vous voyez ce que c'est une espèce de gros rat. J'ai pas d'autre choix, si c'est un truc à faire dans 1 heure, d'aller chercher dardard une image de capybara sur le web. Et ce sera du JPEG certainement, donc voilà. Donc j'enregistre les différentes images. Là, je passe rapidement avec CTRL-Tab sur le Mac d'un onglet à l'autre. Donc ce qu'on va faire là, la technique de l'historique fonctionne avec beaucoup de scènes différentes, hein, mais il faut que la scène soit riche normalement, il faut quand même que ce soit pas trop minimaliste, il faut qu'il y ait quand même différents éléments, sinon ça n'a pas de sens de modifier l'image. Bon, ceci dit, on pourrait faire de la retouche sur un portrait par exemple, ça marcherait aussi. Même si c'est pas très, s'il n'y a pas plusieurs éléments, s'il n'y a qu'un seul visage, ça marche aussi. Mais pour démarrer, c'est pas mal de démarrer d'images qui ont différents éléments.